On va animer le débat et passer de thème en thème. Évidemment, on a de la ressource vu qu'on parle à beaucoup de professionnels. Depuis quand est-ce que le marché de l'art est assujetti à la lutte anti-blanchiment? Depuis quand et quelles institutions sont celles voilà, qui font tout cet engrenage de ce qu'il faut faire? En théorie et dans les textes depuis maintenant assez longtemps. Mais moi, la date que je retiens, c'est le 1er décembre 2016, puisque le 1er décembre 2016, on avait du coup un système de contrôle et de sanctions qui était achevé. Donc, il a été acté en 2016 que c'était du coup les douanes qui allaient venir contrôler les professionnels de l'art pour le respect de leurs obligations de vigilance et de déclaration de soupçons à Tracfin. Et il a été acté en 2016 que c'était la Commission nationale des sanctions qui est située à Bercy qui allait regarder le dossier de contrôle et décider de la sanction s'il y avait besoin s'il y avait besoin de sanctions. Donc moi, tout ce qui est avant, enfin, je pense que de manière un peu honnête, on peut retenir cette date-là. Maintenant, bien évidemment, tout ça, c'est long à se mettre en route. Il n'y a pas forcément encore eu beaucoup de contrôle. Il y a eu du changement en interne au niveau des douanes. Mais ça y est, là, aujourd'hui, les douanes, vous pouvez, n'hésitez pas à aller sur leur site web, vous allez voir qu'elles viennent de communiquer, elles sont opérationnelles pour aller contrôler les marchands d'art. Et donc, c'est ça le cadre juridique. Le cadre juridique des obligations lutte anti-blanchiment, pour vous, marchands d'art, c'est, et d'ailleurs pour tout le monde, hein, pour les avocats, les notaires, les banques, les assurances, les cryptos, les professionnels de la crypto, les agents sportifs, pour le luxe, pour tout le monde, c'est dans le code monétaire et financier. C'est en France et en Europe, de toute façon, il y a une réglementation unique qui s'applique à tout le monde. Donc, vous allez trouver cette réglementation dans le code monétaire et financier. Et à côté du code monétaire et financier, vous avez les lignes directrices qui sont censées être la déclinaison opérationnelle secteur par secteur de ce cadre juridique. Donc, vous avez les lignes directrices qui ont été rédigées par les douanes et des fois avec le concours de Tracfin. Elles ne sont pas si opérationnelles que ça. En tout cas, il y a une marge clairement d'amélioration. Mais le cadre juridique, c'est celui-là. Le code monétaire et financier et les lignes directrices des douanes. Bonjour Maître Clément, bonjour Madame Taquet. Déjà, merci pour l'organisation de ce webinaire. Je me permets de vous poser une question parce qu'effectivement, vous parliez d'une succession de textes qui étaient entrés en vigueur les uns après les autres. Concrètement, depuis quand est-ce que je dois évaluer mes clients? Parce que j'ai pris connaissance de cette directive que depuis très récemment. Alors, juridiquement, théoriquement, vous devriez avoir évalué vos clients. Pragmatiquement, je vais vous répondre. En fait, votre question appelle deux types de réponses. La première, c'est que juridiquement, normalement, l'identification de vos clients, vous devez le faire avant l'entrée en relation d'affaires, donc avant même la transaction. Ça, c'est le cadre juridique. Mais d'un point de vue extrêmement pratique, le critère de réflexion sur cette question, c'est le jour où les douanes viennent vous contrôler, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vous demander d'avoir accès à un certain nombre de dossiers. Et je vous assure, je vais répondre très précisément à votre question, mais je vous donne juste la réflexion. Ils vont vous demander peut-être d'avoir accès à vos 10 derniers, à vos 15 derniers ou à vos 20 derniers dossiers. Donc, la question, c'est de quelle manière on anticipe la possibilité que les douanes remontent dans le temps. Donc, en partant de cette réflexion-là, moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de remonter à 1 an, ou pour être extrêmement vigilant et en tout cas maîtriser le risque. Si vous pouvez remonter même à un petit peu plus, vous serez sûrement tranquille. En tout cas, vous assurez que le jour où les douanes viennent, vous ayez un maximum de dossiers pour lesquels vous avez à montrer que vous avez une bonne identification. Donc, si jamais aujourd'hui vous êtes sur un début de mise en conformité de votre établissement, je vous conseillerais de remonter au fur et à mesure. Vous commencez sur les 3 derniers mois, essayez de venir compléter les dossiers d'identification. Une fois que vous avez fini les 3 derniers mois, peut-être que vous passez sur les 6 derniers mois. Et dans la mesure du possible, vous remontez au maximum.
Ce qui, du coup, vous donne le maximum de chances, si jamais les douanes arrivent après-demain dans votre établissement et qui vous demandent les 10 derniers dossiers, ça vous maximisez vos chances de n'avoir que des dossiers complets à leur montrer. Pardon, je rebondis sur ce que vous étiez en train de dire. Je ne me suis pas présentée lors de ma première question, mais moi, je suis Claire dans une étude de province. Et par rapport à ce que vous dites, dans la pratique, il y a certaines difficultés à mettre ça en œuvre. Notamment, nous, on passe par un terre-enchère et on a les informations qu'après, ou pour certaines, pas du tout. Est-ce qu'il pourrait être envisageable pour nous de réaliser l'évaluation après la vente? Alors, vous évoquez honnêtement des questions extrêmement pertinentes. Alors, sachez déjà que, les marketplaces, Inter-Enchères Drouot, sont assujettis à la lutte anti-blanchiment. En théorie, ils ont les mêmes obligations que vous. 2, est-ce que vous pouvez faire l'identification après? J'ai envie de vous dire, bien évidemment, puisque dans la chaîne d'accès aux clients, vous n'êtes pas en direct à ce moment-là, vous le faites dès que vous pouvez le faire. C'est assez pragmatique comme réponse. Est-ce que c'est entièrement satisfaisant au niveau juridique? Non. Honnêtement, ce qu'il faudrait qu'il y ait en place, c'est que Inter-Enchères, dès que Inter-Enchères récupère les informations en amont, le plus en amont possible de la relation, elle devrait vous les mettre à disposition, en fait, pour vous permettre, vous, de faire vos obligations de vigilance. Mais on a bien conscience avec Violette, c'est vraiment un sujet pour lequel on est bien au fait. Et d'ailleurs, Violette passe son temps à sensibiliser les marketplaces à cette difficulté. Mais c'est une difficulté pour vous, mais c'est aussi une difficulté pour eux. Il va falloir que ça évolue. Mais bien évidemment, la meilleure diligence que vous pouvez faire, c'est dès que vous avez les informations, remonter. Ce n'est pas entièrement satisfaisant au niveau juridique, mais encore une fois, le jour où les douanes viennent contrôler votre étude, on préfère voir un dossier complet qu'un dossier où il y a des trous. Et finalement, la question de savoir précisément quand vous aurez fait l'identification, on préfère quand même avoir un dossier complet et ça n'a pas encore été jugé du coup au niveau de la Commission nationale des sanctions. Cette situation, il n'a pas encore de jurisprudence. Donc, quoi qu'il arrive, vous minimisez vos risques en termes de contrôle à faire l'identification, même après, dans ce cadre avec Inter-Enchères. Nous, en plus, pour rebondir là-dessus, on essaye vraiment de vous accompagner. Alors, on sait que c'est un vrai problème, surtout sur la vente aux enchères, pour les commissaires-priseurs qui utilisent notre plateforme, notre outil. C'est compliqué parce que voilà, parfois, ils n'ont aucune information et ils ne peuvent pas récolter d'informations sur les clients avant les ventes en ligne. Aujourd'hui, ces plateformes ne le permettent pas en tout cas. Nous, on a sorti des nouvelles fonctionnalités qui permettent aussi, juste en ayant l'adresse mail du client, d'aller récupérer de façon assez automatique finalement les informations sur le client. Et donc, on essaye au maximum de faciliter le travail des commissaires-priseurs et de leurs équipes sur cette partie-là, quitte à le faire, en effet, comme le dit Maître Clément, de le faire après la vente. C'est mieux que rien, il faut le faire quand même. Donc voilà, le texte de loi dit qu'il faut le faire avant. Si vraiment c'est impossible aujourd'hui, faites-le quand même si c'est après. Puis, dernière chose aussi sur Inter-Enchères, dans la mesure où Inter-Enchères, c'est un peu à charge, mais c'est la réalité. Dans la mesure où les marketplaces, en fait, aujourd'hui, elles vous empêchent, vous professionnels, d'être en parfaite conformité avec vos obligations lutte anti-blanchiment. N'hésitez pas à envoyer des mails pour les dossiers incomplets en termes de documentation. Sur chaque dossier incomplet, n'hésitez pas à leur envoyer un mail, à rappeler que vous êtes assujetti à la lutte anti-blanchiment autant qu'eux et qu'en fait, leur défaut entraîne votre défaut et que c'est quelque chose d'inacceptable. En tout cas, pour chaque dossier, ça peut être un moyen, disons que ça viendra en cas de contrôle matérialisé que vous avez été aussi que vous avez un petit peu secoué le cocotier avec cet intermédiaire professionnel que vous utilisez. Donc ça peut être c'est un élément en plus que moi je conseille de faire. Je sais que ça rajoute de la lourdeur dans quelque chose qui est déjà lourd, mais sachez en tout cas que mettre noir sur blanc, écoutez, sur tel dossier, en fait, vous êtes incomplet ou j'ai pas assez d'informations ou voilà, n'hésitez pas à l'acter très clairement pour bien montrer que le défaut ne vient pas de vous, mais vient de votre intermédiaire.
Et dans la mesure où ils sont, il n'y a pas, vous n'avez pas ils sont dans une situation de quasi-monopole. Je veux dire, il n'y a pas 40 000 marketplaces. Donc, de fait, économiquement, on sait bien que vous êtes contraint et que c'est un réel endroit pour aller vous vendre, faire vos ventes. Donc, en tout cas, ça viendra contrer aussi l'argument qui serait de dire, bah, vous devriez mieux choisir vos intermédiaires, vos partenaires. Mais la question, c'est il n'y a pas réellement de choix, en fait. Le choix n'est pas immense. Donc, continuer à mettre la pression sur vos partenaires professionnels, c'est un bon moyen de se protéger en cas de contrôle. Oui, ça on le voit. Hein, En fait, c'est assez intéressant parce qu'on échange aussi avec des très grandes maisons de vente. En fait, c'est vrai, vous parlez des grosses structures qui peuvent le faire. Et en fait, c'est intéressant parce que typiquement, les maisons comme Christie's et Sotheby's ont leur service juridique et donc de compliance officer en interne. Christie's ont des bureaux à Londres, enfin un étage entier de leur bureau à Londres, avec plusieurs spécialistes de ce sujet-là. Ils traitent chaque dossier client en interne. Ils font un travail de dingue sur la partie compliance. Et donc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que c'est des budgets absolument pharaoniques pour mettre en place ce type de procédure. Après, eux savent, à mon avis, qu'ils sont dans le collimateur et qu'ils sont plutôt pas intérêts à rigoler avec ces procédures. Et nous, on le voit par contre, c'est que même des très très belles études françaises disent, mais déjà, comment recruter les bons juristes, hein, ou les bons avocats, parce que là, il faut être expert sur le sujet. Comment voilà, mettre en place toutes ces procédures, être sûr qu'on est bon, être sûr qu'on est dans les clous, qui prend la responsabilité, etc. Il y a quand même beaucoup de travail à mettre en place et à surveiller, etc. Il y en a beaucoup qui disent, mais en fait, même si on pourrait recruter en interne, l'usage d'un outil qui est utilisé largement par le marché, c'est assez rassurant parce qu'on se dit, bah voilà, c'est que évidemment, c'est rassurant et c'est même pour la partie gestion des données en interne. On a une grande maison de vente, nous, qui est dans le top 5 français, qui est dans nos clients et qui disait, mais en fait, le vrai intérêt aussi, c'est la partie gestion des données. Parce que quand on récupère autant d'informations sur nos clients, qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on la stocke? Et en interne, cette maison de vente n'avait pas les ressources, ou en tout cas les équipes techniques pour dire, ben voilà, la donnée, on la traite proprement et on la garde dans un endroit assez sécur. Alors que c'est aussi, et je voulais y venir, c'est un des engagements de Nomart. Je pense que Solène, tu as bien résumé un petit peu tout l'avantage sur la partie veille juridique, mais il y a la partie aussi, on conserve les données et on les conserve de façon ultra sécure. Toutes les données sont cryptées. Donc, nous, les équipes, les développeurs externes n'y ont pas accès. Et chacun a un peu sa base de données. Donc, on ne croise pas les données. Personne n'a accès aux données des autres utilisateurs de la plateforme. Et on prend des engagements sur notre politique de confidentialité des données qui sont assez drastiques pour dire vraiment, c'est votre donnée, on n'en fera aucun usage. Rien ne peut se passer là-dessus. Et au contraire, elle est plutôt dans des bases très sécures et c'est plutôt mieux de les mettre chez nous que chez vous, un peu à la volée, en se disant il y a dans des mails, il y a de la donnée là, il y a de la donnée là, il y a de la donnée là. Nous, tout est synchro, tout est dans un dossier. Et le jour du contrôle des douanes, vous pouvez, depuis notre outil, directement dire bah, entre telle date et telle date, je veux télécharger tous les dossiers qui ont été faits sur les clients. Et on vous télécharge un dossier zip que vous pourrez quasiment remettre directement entre les mains des douanes, quoi. Donc c'est un peu l'intérêt aussi sur la partie conformité et sur la partie aussi gestion des données, répondre au RGPD, etc. Être sûr que les données sont gardées de façon protégée. Donc il y a ça comme engagement que Nomart prend en plus de la partie veille juridique. Donc tu parlais voilà des listes du GAFI, des pays à risque, personnes politiquement exposées, registre du gel des avoirs. Le but, c'est qu'on automatise et qu'on facilite absolument tout. Une petite question, mais en fait, c'est plutôt un cas pratique, si je puis dire. On a eu à la maison de vente un client qui est venu acheter un objet et qui a payé avec un mode de paiement qui n'était pas à son nom. En fait, il a indiqué que c'était quelqu'un de sa famille, etc. Mais du coup, quid de l'évaluation? Est-ce que je l'évalue lui? Est-ce que j'évalue la personne qui paye? Là, du coup, on est sur la modalité de la transaction. Est-ce que ça correspond? La grande question qu'il faut toujours poser, c'est pourquoi et est-ce que la réponse vous paraît satisfaisante?
Alors, dans ce cas pratique-là, pourquoi c'était quelqu'un de sa famille? Il vous indiquait que c'était quelqu'un de sa famille. Est-ce que vous étiez certaine déjà que c'était bien une personne de sa famille? Est-ce que les noms concordaient? Oui, oui, les noms concordaient, oui. Les noms concordaient. Et pourquoi c'est quelqu'un de la famille qui payait? Visiblement, c'était un présent qui était fait à l'acheteur directement. Bon. Et est-ce que vous avez une raison de douter dans la manière dont le client a répondu à cette question? Est-ce que vous avez une raison de douter de cette explication? Au prime abord, non, mais c'est vrai que comment dire, la différence de nom entre l'acheteur et le payeur m'a interpellée. Enfin, de nom, non, comment je puis dire, le fait que ce soit un homme qui achète et une femme qui paye, j'ai trouvé ça étrange que ce ne soit pas l'acheteur homme qui règle lui-même l'objet qui est convoité. Alors là, on vous a parlé de la question on vous a expliqué que c'était un cadeau. On mettait un cadeau. Le montant, c'était combien? On était sur 12 000 euros. Beau cadeau. C'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau, je le conçois. C'est un beau cadeau. Il aurait peut-être fallu aller plus loin, du coup récupérer plus d'informations sur la personne qui payait. Est-ce que vous avez eu la possibilité de savoir son nom, son prénom? Oui, le nom et le prénom, mais pas la pièce d'identité par contre. Vous n'avez pas la pièce d'identité. Est-ce que vous étiez en capacité d'estimer la capacité financière du payeur, de la payeuse? Oui, c'est cohérent qu'on a déjà eu, mais en vérité, c'est pas non plus un client très récurrent. Et en fait, c'était vraiment que sur cette transaction où on a eu une différenciation, en fait, si vous voulez, dans les intervenants. Mais sinon, jusqu'alors, il avait déjà acheté à la maison de vente. L'acheteur, vous le connaissez et c'était la première fois qu'il payait par quelqu'un d'autre. C'est ça, exactement. Ok. C'est sûr que là, on est sur un. Donc, la première des choses, avant, en fait, quelque part, la décision que vous allez prendre sur la manière dont vous allez traiter ce genre de cas, c'est formaliser tout ce que vous faites. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez poser la question et que vous allez avoir la réponse qui vous est faite sur c'est un cadeau, il faut le formaliser, c'est-à-dire qu'il faut l'inscrire au dossier. Est-ce que par exemple, ça, vous avez laissé une trace écrite de cette première diligence? Oui, on a eu un échange de mails. Super. Donc ça, vous le rangez dans le dossier. Ensuite, vous devez du coup, vous pourriez par exemple sur ce cas pratique-là, expliquer, juste mettre quelques phrases en interne qui vous disent est-ce que vous croyez à cette version? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez de la confiance? Enfin, dans quelle mesure vous pouvez être certaine que est-ce que vous avez, pour le dire de manière plus prosaïque, est-ce que ça vous paraît crédible ou pas crédible? En fonction du montant, en fonction de ces clients que vous connaissez jusqu'à présent. C'était quoi le lien de famille, le lien de parenté entre les deux? Est-ce qu'on parle d'une cousine germaine éloignée? Est-ce qu'on parle de la maman? Alors, non, à ma mémoire, c'était quand même quelque chose d'assez proche. Après, je vous avoue que c'est une vente qui est intervenue l'année dernière, donc j'ai pas encore tous les éléments en tête, mais je pensais à cette vente par rapport à ce que vous disiez, devoir d'enquête un petit peu sur les clients. Et Ouais. dans la mesure où il y avait eu un intermédiaire, enfin, c'est pas véritablement un intermédiaire, mais supplémentaire dans la vente, la question était de savoir si est-ce qu'aujourd'hui, si je suis face à ce cas dans les mois ou années à venir, je dois évaluer la personne qui règle? Alors, vous deux, la question, ça va être vous allez considérer qui est votre client. Est-ce que vous pensez que l'œuvre d'art, c'était pour la payeuse ou est-ce que c'était pour votre acheteur? Est-ce que, en gros, votre acheteur a servi d'intermédiaire à votre cliente que vous n'avez pas rencontrée, ou est-ce que c'est votre acheteur qui va récupérer la propriété de cet objet? Non, je pense véritablement que c'est l'homme qui était bénéficiaire de l'œuvre Donc, c'est lui votre le client. financement était vraiment, voilà, c'est ça. Donc, c'est lui votre client et c'est juste que sur ce client-là, vous avez une modalité de transaction qui est un peu atypique et pour lequel vous avez besoin du coup d'aller un petit peu plus loin et de formaliser toutes les recherches que vous avez faites. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. J'ai eu le cas, moi ça me fait penser, j'ai eu le cas pour une étude avec qui on travaille apparemment il y a des problèmes avec les acheteurs qui viennent de Chine. Potentiellement, il y a une histoire comme quoi ils ne peuvent pas acheter pour plus de 50 000 euros à l'étranger.
Et donc, pour un lot qui coûterait plus de 50 000 euros, la maison de vente reçoit différents virements pour atteindre la somme en question. Et donc, ces virements interviennent par de différentes personnes pour une seule œuvre. Dans ces cas-là, est-ce qu'on doit faire les checks clients pour chaque virement? C'est des cas pratiques un peu compliqués. Bah oui, c'est compliqué. Alors, d'un point de vue juridique, oui, bien évidemment, il faut faire les checks pour chaque virement. D'un point de vue logistique derrière, j'entends que c'est compliqué, mais encore une fois, les douanes, quand elles vont venir et qu'elles vont voir que pour une œuvre, il y a des dizaines et des dizaines de virements différents, comment vous allez expliquer? La question, c'est comment on explique aux douanes que tout ça est bien correct et qu'on n'est pas sur une opération d'anonymisation en fait du bénéficiaire. Parce que il faut bien garder en tête que le blanchiment d'argent, c'est fournir une fausse origine propre à de l'argent sale. Donc, l'une des grandes questions qu'il faut toujours avoir en tête, c'est est-ce que mon opération, elle brouille les pistes de savoir qui est derrière? Et le problème de ce cas pratique Gélette, c'est que du coup, ça va donner l'impression aux douanes qu'on vient brouiller les pistes, en fait. Et donc, c'est pour ça que ma réponse, c'est bien évidemment avoir des informations sur d'où viennent le virement, sur tous les donneurs d'ordre, ça me paraît essentiel. Maintenant, si on est sur, si c'est matériellement compliqué, voilà, après chacun prend ses risques là où ils veulent. Mais juridiquement et de manière pragmatique de contrôle, ça va être compliqué en fait de laisser tous ces virements sans information. Ok. Et du coup, là, ça me vient une autre question pratique qui m'arrive régulièrement aussi, via les clients de Nomart, mais qui est une vraie question. On parle beaucoup de devoirs d'enquête, donc on trouve des informations en ligne, via des discussions, des choses comme ça. Mais il y a pas mal de ventes aussi qui se font parfois en ligne ou autres. Donc on a juste le nom, prénom du client. À la limite, on arrive à récupérer sa pièce d'identité, donc on a vraiment les informations sur lui, sa date de naissance, etc. Par contre, c'est un client coréen ou chinois. On tape son nom sur Google, il y a un millier de trucs qui ressortent, mais on ne sait absolument pas dire ce qui est attribué à notre client ou pas. Le devoir d'enquête est hyper dur à mener sur ce genre de transactions. Et pour le coup, c'est des transactions qui, pour certaines maisons ou certaines galeries, sont ultra récurrentes. Et ils me disent, mais comment on fait pour remplir notre devoir d'enquête sur des cas comme ça? La question comment, j'ai envie de te répondre, je ne sais pas, à part prendre déjà attache avec le client. Est-ce qu'il y a une possibilité d'être en lien direct avec le client? Est-ce qu'il y a une possibilité, soit par téléphone, soit par mail, de lui adresser ces questions pour aller sourcer de l'information auprès du client? En effet, derrière, il y a la question de savoir est-ce que ce client, est-ce que vous allez avoir de la presse sur ce client, mais en langue coréenne, il va falloir être en mesure de la détecter. J'entends que ce soit compliqué et j'entends que ce soit particulièrement compliqué pour toutes les transactions transnationales. Maintenant, encore une fois, face aux douanes, est-ce que la réponse « c'est compliqué » fonctionne? C'est non. Sachant que du coup, sur un client transnational comme celui-là, on peut tout à fait imaginer que les douanes estiment que peut-être ce soit un risque supplémentaire, puisque vous n'êtes pas en lien direct avec votre client. Finalement, vous ne savez pas qui est derrière. Donc, en fait, on va surtout attendre de vous que votre vigilance, plus c'est compliqué, plus votre vigilance, elle doit être importante. D'accord. Donc, en gros, je me pose un maximum de questions. J'essaye de retirer de l'information directement auprès du client au maximum. Mais si le client refuse de me répondre, que je ne trouve absolument rien en ligne et que j'ai aucune info, parce que dans les procédures qu'il faut mettre en place, si je ne suis pas capable de dire ce que fait mon client dans la vie, ou c'est à minima un peu d'où pourraient provenir ses revenus, on ne demande pas de chiffres, mais d'où proviennent ces revenus, si je suis en mesure de répondre à rien de tout ça, est-ce que je dois faire une déclaration de soupçon ou qu'est-ce que je fais? Si on n'arrive pas à obtenir les informations, je suis désolée, mais l'article L561-8 du Code monétaire et financier, elle dit quelque chose de très simple. Pas d'information, pas de business. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'entrer en relation d'affaires ou vous devez rompre la relation d'affaires. Je suis désolée. J'espère qu'on ne va pas terminer là-dessus. Mais c'est très clair. Et si la vente est déjà faite, on déclare le soupçon?
Alors, du coup, oui, vous êtes aussi obligé, en général, si vous n'arrivez pas à obtenir les informations, vous devez aussi déclarer le soupçon. Ça, c'est sûr. Et arrêter de travailler avec. Et arrêter de travailler avec cette personne. Ok. Non, mais c'est drastique, mais le tout, c'est d'obtenir des réponses, quoi, et de savoir un petit peu que chacun sache comment réagir et puisse agir en conséquence lorsqu'il se retrouve confronté à une situation comme celle-ci, quoi. Alors, il faut aussi garder en tête que sur les plus grosses transactions que vous allez faire, nécessairement, vous allez recevoir un virement. J'imagine pas qu'on vous paye encore par chèque, mais peut-être à un certain moment. En tout cas, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre partenaire bancaire, enfin sur cette opération, le partenaire bancaire va également avoir ses yeux en fait dessus. Et le partenaire bancaire est assujetti aux mêmes obligations de lutte anti-blanchiment que vous. Et la dernière chose que vous souhaitez, c'est que votre banque, la banque qui intervient sur votre transaction, fasse une déclaration de soupçon et que vous ne la fassiez pas. Parce que là, vous allez vous mettre en risque au niveau des douanes, au niveau du fisc et compagnie, en fait. Sachez également que la déclaration de soupçon, elle a un intérêt majeur, c'est que ça vous donne l'immunité pénale et civile. Ça veut dire que si jamais votre opération, enfin la transaction, la vente de votre objet, en fait, derrière, il y a une enquête pénale et que c'est qualifié de blanchiment d'argent ou qu'on s'aperçoit que c'est du financement du terrorisme, si vous avez fait une déclaration de soupçon, vous ne pourrez pas être tenu civilement ni pénalement responsable. Donc, c'est une protection pour vous. Ok. Donc, il faut le manier, il faut savoir la manier. Il faut savoir déclencher la protection, déclaration de soupçon. En tout cas, il faut aussi le voir comme ça. Bien, je peux peut-être montrer, il nous reste 3 minutes. Je montre rapidement, s'il n'y a pas d'autres questions, toujours, à quoi ressemble l'outil. Au moins, c'est un petit coup d'œil de quelques minutes sur Renomart pour montrer un petit peu la logique du logiciel. Donc là, je suis connectée, donc c'est bien, c'est un logiciel qui est en ligne, donc il n'y a pas besoin d'implémenter le logiciel sur l'ordinateur. On se connecte avec ses identifiants et on a accès à la plateforme. Et donc, on peut réaliser une cartographie des risques de l'établissement, donc de l'activité au global. Solène, c'est bien la première chose que les douanes demandent le jour d'un contrôle. Oui, et ça, c'est l'analyse de votre activité complète. Pour venir, vous devez savoir où se situent vos risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sur votre activité. Donc, par exemple, c'est sur les 12 derniers mois, vous reprenez, ou sur les 6 derniers mois, si ça reflète votre activité, vous avez fait combien de transactions? Quelles ont été les typologies de vos clients? Quelles ont été les typologies des modalités de vos transactions? Quelles ont été les typologies des œuvres d'art? Et derrière, est-ce que vous avez eu plus de clients personnes physiques, plus de clients personnes morales? Quel était leur profil? Quelle était la date de constitution de la société? Et tout ça, c'est des éléments, à la fin, du coup, vous savez où sont plus les risques de votre activité. Et ce que vous demande le Code monétaire et financier, c'est bien évidemment que vous soyez plus vigilant là où vous avez le plus grand nombre de risques de blanchiment d'argent. Et ça, du coup, c'est ce que l'outil Renomart vous permet de faire. De diagnostiquer un petit peu les risques selon les thèmes. Là, donc, on avait bien vu, j'ai commencé à remplir un petit peu une cartographie des risques. Et donc, on abordait par thème les objets, les clients, les transactions pour obtenir un petit peu un état des lieux du risque lié à l'activité. Et ensuite, on peut faire des analyses de risque sur la provenance des œuvres d'art, travailler un petit peu de recherche de provenance et des warnings à mettre en place si jamais il y a des informations à risque. On peut faire la même chose pour les clients. Et donc, on a tous les clients qu'on a invités à renseigner, les clients qui n'ont pas encore été évalués, les clients qui ont été évalués. Donc là, je suis sur le cas d'un client que j'ai évalué, donc Violette Taquet, avec les informations. Et ce qui est intéressant, c'est que le module principal, c'est donc l'évaluation des risques. Pour ce faire, vous avez besoin de certaines informations, comme est-ce que mon client est dans le registre du gel des avoirs? Est-ce que c'est une personne politiquement exposée? Ou dans certains cas, il faudra faire vérifier la pièce d'identité du client. Faire vérifier qu'elle n'a pas été, qu'il n'y a pas de problème avec cette pièce et que c'est bien une vraie pièce d'identité dans les bases gouvernementales. Tout ça, on fournit les outils pour le faire. Et l'intérêt, c'est que sur chaque fiche client,
on puisse retrouver tout le dossier, des analyses de risques qui ont été faites, des vérifications qui ont été mises en place, tous les documents qui ont été ajoutés par l'établissement, donc tout ce qu'on a récupéré sur le client, etc. Et donc, ce dossier client, on peut le télécharger par la suite. Et c'est là tout l'intérêt un petit peu du logiciel, c'est de dire, même le jour du contrôle des douanes, je peux aller dans mes paramètres et dire, je vais télécharger toutes les analyses que j'ai faites depuis le 1er avril 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et ce dossier, je le donne aux douanes et je dis, voilà mon travail de conformité. Voilà un petit peu pour le petit tour. Et en fait, tous les onglets fonctionnent de la même façon. Le but, c'est de vous permettre d'analyser les risques liés à votre activité, la provenance des œuvres, les clients qui achètent et les transactions. J'ai une question, moi, là, parmi tous ceux qui sont là, qui, par exemple, consultent le registre du gel des avoirs systématiquement? Sur 90% des présentations qu'on fait à des potentiels clients, 90% des gens ne savent pas ce qu'est le registre national des avoirs. Le registre du gel des avoirs, c'est lui qui va vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire du commerce avec des personnes qui sont signalisées au niveau international comme faisant du financement du terrorisme. Et vous avez bien évidemment tout le registre du gel des avoirs relatif aux oligarques russes. Sachez que l'obligation de consulter le registre du gel des avoirs, elle est déclenchée dès le premier euro de la transaction. C'est l'une des choses à mettre en route le plus rapidement possible pour éviter d'être en risque, en fait. Et ça, pour le coup, c'est une fonctionnalité gratuite sur Renomart pour ceux qui voudraient se créer un compte et ne pas payer d'abonnement, ne pas payer l'accès à la plateforme. C'est une fonctionnalité gratuite. Donc, voilà, chacun peut aujourd'hui faire ses diligences au moins là-dessus. Vous pouvez au moins, moi je vous conseillerais sur vos transactions à 3 mois et à 6 mois, tout ce que vous les passez tous au registre du gel des avoirs en fait. Parce que, attention, le registre du gel des avoirs, ça veut dire que si vous avez vendu une œuvre d'art à quelqu'un qui était signalisé dans le registre du gel des avoirs, ça veut dire que vous avez en fait du coup contourné une sanction internationale. Et toutes les sanctions que je vous ai données la Commission nationale des sanctions, c'est x10. Donc, il faut faire hyper attention à ça. Et il faut garder une trace de toutes vos diligences. Sinon, vous ne pourrez pas être en mesure que vous l'avez correctement fait. Ok. Bon, et ben on peut se quitter sur cette bonne consigne et bonnes pratiques à mettre en place dès maintenant pour tous ceux qui le peuvent. Et ben merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez où nous contacter, je pense, que ce soit sur LinkedIn, parce que vous avez participé à l'événement. J'ai échangé avec beaucoup d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera ravis de vous faire une démo plus poussée ou voilà, de parler de votre établissement en particulier. En tout cas, merci d'avoir été là. Et puis, bonne journée et à bientôt. Et au mois prochain. Ouais, voilà, au mois prochain. Bonne journée à tous.